Bienvenue sur la chaîne Rick. Ravi de vous revoir. Si vous appréciez mes récits, la meilleure façon de me soutenir est de partager cette vidéo, de liker et bien sûr de vous abonner. Ensemble, faisons de cette chaîne le refuge de tous les rêveurs. Installez-vous bien au chaud sous la couette. La maison était plongée dans ce silence particulier, presque cotonneux, qui n'appartient qu'aux nuits de décembre. Dehors, à Lille, la neige tombait avec une lenteur hypnotique, recouvrant les toits d'ardoise et les ruelles pavées d'un linceul immaculé. À l'étage, dans sa chambre sous les combles, un jeune garçon était étendu dans son lit, les yeux grands ouverts fixant les poutres de chêne où dansaient les ombres des branches de marronnier. Il ne bougeait pas, il respirait à peine. Contrairement aux années précédentes, il ne guettait pas le sommeil avec l'excitation fébrile des enfants qui attendent les cadeaux. Non, cette nuit-là, il menait une investigation. Il écoutait. Son corps était tendu, chaque muscle prêt à réagir, ses oreilles focalisées sur l'extérieur. Il cherchait un son précis, un son qu'on lui avait promis depuis sa naissance, mais qui, année après année, semblait devenir de plus en plus insaisissable, le tintement cristallin des grelots d'un traîneau. Mais il n'y avait rien, seulement le sifflement du vent du nord s'engouffrant sous les tuiles et le craquement familier de la vieille charpente. La nuit du 24 décembre, dans la vieille maison de pierre du Vieux-Lille, était une entité vivante. Elle avait une densité, un parfum bois ciré, cire de bougies éteintes, châtaignes grillées et un son, le silence. Un silence si profond qu'il en devenait bourdonnant, chargé des souvenirs de tous les Noëls passés. Pour Léo Martin, 11 ans et 3/4, ce silence n'était plus réconfortant. Il était accusateur. Assis en tailleur sur son lit à baldaquin, il observait à la lumière bleutée de sa lampe torche la maquette du système solaire suspendue au plafond. Les planètes, immobiles, semblaient juger son insomnie. Sur son bureau, à côté d'un globe terrestre usé, s'empilaient les preuves de sa défection. Pas des jouets, non. Des documents. Il y avait le dossier « Logistique Noël », compilant des articles de vulgarisation scientifique, la physique du traîneau, une analyse des contraintes énergétiques, biomécanique des rennes volants, mythe ou mutation génétique. Il y avait des calculs faits à la main sur des feuilles quadrillées. Astérisque, nombre d'enfants estimé, 2,2 milliards. Temps disponible, 31 heures, en tenant compte des fuseaux horaires. Vitesse moyenne requise, 6500 km/h, astérisque à côté, un post-it arraché disait, de l'écriture ronde de sa sœur cadette, Léo, arrête de chercher des bogues dans la magie. Léo n'était pas un enfant triste. Il était un enfant rationnel, fils d'un ingénieur aéronautique et d'une restauratrice d'art. Son monde était fait de lois vérifiables, de causes et d'effets. La magie de Noël, cette histoire collective tissée de promesses et de clins d'œil, avait tenu bon jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à ce qu'il surprenne son oncle Henri, un peu éméché, remettre un paquet marqué « du Père Noël » sous le sapin à 3 heures du matin. Le choc n'avait pas été la révélation, il s'en doutait, mais la tristesse soudaine et profonde qui avait suivi. Comme si une couleur s'était éteinte dans le monde. Ce soir, il ne guettait pas les rennes. Il menait une expérience. Une ultime vérification. Sur son lit était posé un enregistreur sonore haute sensibilité, relié à un capteur sismique artisanal posé sur le parquet. Si quelque chose d'aussi massif qu'un traîneau chargé atterrissait sur le toit en ardoise, il le saurait. Les données seraient là, froides, indéniables. 23h58, le réveil projetait ses chiffres rouges sur le plafond. Léo ferma les yeux.
Il se força à ressentir l'ancienne excitation, à se rappeler l'odeur du chocolat chaud que sa mère laissait près de la cheminée, la texture rugueuse des chaussettes de laine suspendues. Rien. Seulement un vide nostalgique. Un craquement dans l'escalier. Vite, il éteignit sa lampe et fit semblant de dormir. La porte grinça. La lumière du couloir dessina la silhouette de ses parents. « Il a l'air si paisible », murmura son père, la voix empreinte d'une tendresse un peu triste. « Je crois que c'est la dernière année où il fait semblant, pour nous », répondit sa mère, un léger tremblement dans la voix. « L'année prochaine, il nous aidera à remplir les chaussures de Louise. » Ils restèrent un moment à le regarder, puis la porte se referma doucement. Les mots « la dernière année » restèrent suspendus dans la pénombre, plus lourds que toute la neige de l'île. Léo sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas la peur de grandir. C'était le chagrin de devoir quitter un pays où il avait été si heureux, sans même avoir pu lui dire au revoir. Il ouvrit les yeux. Les chiffres du réveil clignotèrent, minuit. Noël. Rien. Aucun son, sauf le léger ronronnement de l'enregistreur. Aucune vibration. L'écran du capteur sismique affichait une ligne plate, monotone. L'expérience était concluante. Preuve négative. Le monde était conforme aux lois de la physique. Il devrait s'en réjouir. Alors pourquoi cette douleur au creux de la poitrine, aussi vive qu'une trahison? C'est à ce moment-là que la première anomalie se produisit. La ligne plate sur l'écran du capteur ondula. Une petite bosse, puis une autre, régulière, espacée exactement de 1,3 secondes. Boum, 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 comme un battement de cœur lent, colossal, venant de très loin sous terre. Le ronronnement de l'enregistreur se transforma en un bourdonnement basse fréquence qui fit vibrer la table de nuit. Léo se dressa sur son lit, les sens en alerte. Ce n'était pas dans son plan. L'expérience produisait des données, mais pas celles qu'il attendait. Puis, le son arriva. Ce ne fut pas le joyeux carillon des grelots. Ce fut d'abord un hurlement. Le hurlement d'une sirène de brume, mais déformée, étirée, comme venue du fond des âges. Il fut suivi d'un fracas métallique, de l'entrechoquement de masses d'acier, du sifflement furieux de la vapeur s'échappant sous une pression titanesque. C'était le son d'une catastrophe industrielle, d'une forge géante en plein travail, qui se rapprochait à une vitesse impossible. La fenêtre de sa chambre, face à la rue, se mit à vibrer si fort que les carreaux dansèrent dans leur châssis de bois. La maquette du système solaire se balança follement. Léo, pétrifié, vit la petite boule verte de la terre se détacher de son fil et tomber en silence sur la moquette. Il se précipita à la fenêtre, écarta les lourds rideaux de velours. Et le monde qu'il connaissait avait disparu. La rue de la Paix, étroite et pavée, n'existait plus. À sa place, emplissant l'espace d'un trottoir à l'autre, noyant les réverbères à gaz sous son ombre, se tenait la chose. C'était une locomotive. Mais pas comme celle qu'il voyait passer à la gare de l'île Flandre. Celle-ci semblait forgée dans de la nuit solidifiée. Son corps était d'un noir d'encre, strié de reflets bleutés comme de l'acier trempé. Elle n'avait pas la forme arrondie et familière des locomotives à vapeur classiques. Elle était anguleuse, agressive, hérissée de tuyaux, de volants, de soupapes qui semblaient respirer en émettant des jets de vapeur blanche. Ses roues motrices, immenses, étaient cerclées d'un métal pâle qui luisait d'une lueur propre, et sur leurs jantes étaient gravés des motifs complexes, des spirales et des runes qui semblaient bouger à la lueur dansante.
Le phare avant n'était pas une simple lampe. C'était un œil. Un grand disque de cristal fumé derrière lequel brûlait une flamme bleuâtre, électrique, qui balayait la rue d'un regard cyclopéen et perçant. La chaleur qui irradiait de la bête faisait fondre la neige en un cercle parfait de 20 mètres de diamètre, révélant les pavés noirs et luisants. L'air était devenu épais, chargé d'une odeur écrasante, huile chaude, ozone, charbon de bois brûlé à blanc, et une note métallique, sanglante, qui piquait les narines. Léo resta cloué sur place, son souffle formant de petits nuages devant sa bouche grande ouverte. Son cerveau, si prompt à l'analyse, était en panne. Trop de données incohérentes. Trop de violations des lois connues. La portière du fourgon de tête, un wagon aux planches de bois sombre cerclé de fer, s'ouvrit avec un grincement qui arracha des éclats de glace aux gouttières. Une silhouette en descendit. L'homme était grand, droit comme un i. Il portait un long manteau d'officier bleu nuit, aux boutons d'un or mat, sur des bottes noires immaculées. Pas de bonnet de fourrure, mais une casquette plate à large visière, d'un bleu plus foncé encore, sur laquelle était brodé en fil d'argent un symbole, un compas traversé par une branche de houx. À la main, il tenait non pas une lanterne, mais un bâton de métal poli, terminé par une sphère de verre à l'intérieur de laquelle dansait une petite flamme froide, de la même couleur bleue que le phare. Il posa le pied sur le pavé dégagé, sans que la neige fondue semble le toucher. Son regard parcourut la façade de la maison, sembla peser chaque brique, chaque fenêtre, et finalement s'arrêta sur celle de Léo. Ce regard était insoutenable. Il ne jugeait pas, n'invitait pas. Il constatait, comme un médecin posant un diagnostic. Léo recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Hallucination. État de conscience altéré. Réaction psychotique au stress. Les explications rationnelles se bousculaient, mais elles sonnaient creux face à la réalité massive, sensorielle, de la chose dehors. L'homme leva son bâton. La flamme bleue s'intensifia, projetant une lumière spectrale sur la neige. Puis il parla. Sa voix ne fut pas un son. Elle fut une vibration qui traversa la vitre, les os, et résonna directement dans le crâne de Léo. Léopold Martin. L'heure est venue. Le train n'attend pas. Les mots n'étaient pas en français. Et pourtant, Léo les comprit parfaitement. Sans savoir pourquoi, obéissant à un instinct plus ancien que la raison, il attrapa son vieux peignoir de velours bleu, celui brodé d'étoiles par sa grand-mère, et enfila à la hâte ses mocassins fourrés. Ses doigts tremblants déchirèrent la poche droite du peignoir dans son geste précipité. Il dévala l'escalier en spirale, traversa le salon silencieux où le sapin étincelait faiblement, et ouvrit la lourde porte d'entrée. Le choc du froid fut une gifle. Mais le choc de la réalité fut bien pire. De près, la locomotive était une cathédrale de métal. Il pouvait sentir la chaleur cuisante de sa chaudière, entendre le grondement profond qui venait de ses entrailles, voir la suie et le givre qui pendaient à ses chaînes et ses leviers. C'était réel. Indubitablement, terrifiantement réel. Le chef de train, car c'était forcément lui, s'était approché. De près, son visage était sévère, ciselé, avec des yeux d'un gris aussi froid que l'acier. Il n'avait pas l'air d'un personnage de conte. Il avait l'air d'un homme chargé d'une mission d'une importance vitale. « Vous avez votre billet ?» demanda-t-il, et cette fois sa voix était normale, bien que d'un timbre extraordinairement clair. « Je n'en ai pas », réussit à articuler Léo. Un imperceptible haussement de sourcils. Les voyageurs spontanés sont rares. Mais pas inconnus. Il tendit la main,
paume ouverte. Un rectangle de carton épais et doré y apparut, comme matérialisé par la brume. Votre passage est accordé. Mais rappelez-vous, sur ce train, le billet est plus qu'un laissez-passer. C'est une partie de vous. Il reflètera votre voyage. Et il peut se perdre. Léo prit le billet. Il était chaud au toucher, et une faible vibration y palpitait, comme un pouls. Le chef se tourna vers la locomotive. Nous avons pris du retard. L'hiver s'épaissit plus vite cette année. Montez. La dernière résistance de Léo s'effondra. Il regarda une dernière fois sa maison, la fenêtre de sa chambre, le monde sûr et connu. Puis il tourna les talons et marcha vers le marchepied de fer. La première marche était haute. Il s'y hissa, sentant le métal glacé à travers la semelle de ses mocassins. Il franchit la porte du fourgon. Derrière lui, dans la rue, le chef de train leva son bâton. La flamme bleue cligna 3 fois. Avec un rugissement qui fit trembler la terre, un jet de vapeur blanc jaillit des pistons. Les roues immenses patinèrent un instant sur le pavé glacé, projetant des étincelles, puis trouvèrent leur prise. Lentement, avec une grâce menaçante, le monstre d'acier commença à avancer. Il quitta la rue de la Paix, écrasant sans y prêter attention une vieille borne fontaine, et s'enfonça dans les ruelles étroites du Vieux-Lille, qui semblaient s'élargir miraculeusement pour l'accueillir. Léo, à l'intérieur du fourgon, regarda par la petite fenêtre arrière sa maison rétrécir, devenir un point de lumière jaune parmi d'autres, puis disparaître derrière un tournant. Il était à bord. Destination, l'impossible. L'intérieur du fourgon était une capsule hors du temps. L'air y était tiède et sec, sentant le vieux parchemin, l'encre de Chine et le bois de santal. Des rayonnages de livres aux reliures de cuir craquelé couvraient les parois. Sur un large bureau en chêne noirci, des cartes au tracé complexe étaient déployées, maintenues par des points en cristal. On y voyait non pas des pays, mais des réseaux de lignes argentées qui s'entrecroisaient, convergeant toutes vers un point unique, blanc et vide, au sommet du monde. Le chef de train avait pris place derrière le bureau, retiré sa casquette. Ses cheveux étaient d'un blanc de neige, coupés court. « Asseyez-vous, Léopold, dit-il sans lever les yeux, étudiant une carte. Nous avons un long voyage. Et vous avez des questions. » Léo s'assit sur un tabouret de bois. Les mots lui manquaient. Il sortit le billet doré de sa poche. Il était toujours vierge. Où allons-nous vraiment? Au centre, répondit l'homme. L'atelier. Le cœur de l'hiver. Les noms varient. Vous l'appelez le pôle Nord. Mais ce n'est pas un lieu géographique. C'est un point de convergence. Convergence de quoi? De foi. D'attention. De cette étrange alchimie humaine qui transforme un souhait en attente, et une attente en une sorte de réalité. Il leva enfin les yeux. Ce train, Léopold, ne roule pas sur du charbon. Il roule sur du doute. Léo déglutit avec peine. Sur du doute? Oui. Le vôtre, celui des autres enfants à bord. La tension entre ce que vous savez être impossible et ce que vous espérez être vrai. Cette tension crée une énergie. Une énergie ténue, instable, mais réelle. C'est elle qui fait tourner les roues, chauffe la chaudière, éclaire les phares. Sans elle, nous serions immobiles. Un tas de ferraille rouillé dans une cour de triage. C'était insensé. Et pourtant, cela résonnait d'une étrange logique dans l'esprit de Léo. Et les autres? Dans les autres wagons? Ce sont les équilibristes,
dit le chef en se levant. Il marcha vers une porte latérale, l'ouvrit. Venez. Je vais vous présenter la cour des balances. Le wagon suivant était une immense bibliothèque roulante. Des enfants y étaient assis sur des fauteuils profonds, des poufs, des marches d'escalier. Ils lisaient, écrivaient, chuchotaient, débattaient. Certains portaient des loupes, d'autres des calculettes anciennes, d'autres encore tenaient des carnets de croquis remplis de diagrammes. Ici résident les cartographes du possible, annonça le chef. Ils étudient les routes, calculent les probabilités, tentent de percer les mécanismes de la distribution. Un garçon plus âgé, avec des lunettes à monture d'écaille et une veste en tweed, s'approcha. Chef. La trajectoire de la Grande Ourse cette nuit présente une anomalie de 0,3 degrés. Cela pourrait indiquer une déviation du flux éthérique polaire. Faut-il recalculer l'itinéraire par le méridien magnétique? Continuez vos observations, Théodore, répondit le chef avec une patience infinie. Ils passèrent dans un autre wagon, celui-là rempli d'odeurs sucrées et épicées. C'était la cuisine alchimique. Des enfants en tablier blanc préparaient des breuvages fumant dans des alambics en cuivre, pétrissaient des pâtes qui semblaient luire d'une faible lumière interne. Les nourrisseurs de rêve, expliqua le chef. Ils concoctent le chocolat chaud, les biscuits de l'attention, tout ce qui entretient la flamme de la curiosité pendant le voyage. Puis vint le wagon des artisans. Le bruit des marteaux, des scies, du métal travaillé y régnait. Des enfants, protégés par des lunettes et des tabliers de cuir, construisaient ou réparaient des objets étranges. Des compas aux branches courbes, des lanternes sans bougies, des morceaux de rail en miniature qui s'assemblaient tout seuls. Ils entretiennent le train lui-même, dit le chef. Chaque boulon, chaque joint, chaque étincelle dépend de leur croyance en sa fonction. Enfin, ils arrivèrent au wagon des passagers. C'était l'espace le plus classique, avec des banquettes de velours bleu nuit et des tables basses. C'est là que se trouvaient la plupart des enfants, ceux pour qui le voyage était encore une aventure, pas une étude. Léo reconnut des visages tendus, excités, apeurés. Des enfants de son âge, en pyjama et robe de chambre, qui parlaient à voix basse ou regardaient par les fenêtres le paysage qui avait radicalement changé. Ils traversaient maintenant une forêt de conifères géants, si haut que leurs cimes se perdaient dans les nuages bas. La neige qui tombait n'était plus blanche, mais légèrement bleutée. Les ombres entre les arbres étaient profondes, denses, et semblaient bouger d'une vie propre. « Trouvez-vous une place, Léopold ?» dit le chef. « Le contrôle des billets va commencer. Et les premières épreuves aussi. » Sur ce dernier mot, une lueur d'avertissement passa dans ses yeux gris. Puis il tourna les talons et disparut vers l'avant du train. Léo resta seul au milieu de l'allée centrale, le billet chaud dans sa main, perdu au milieu de cette cour étrange et merveilleuse. Il avait l'impression d'avoir été admis dans le dos d'un univers caché, un univers où la magie n'était pas un sortilège, mais une discipline. Une science de l'impossible. Il trouva finalement une place libre dans un compartiment, face à une fille qui avait posé sur la table un livre intitulé « Traité de logique onirique, tome 3 ». Elle leva les yeux. Elle avait un regard intense, intelligent, et des tresses brunes si longues qu'elles lui descendaient sur les genoux. « Nouveau ?» demanda-t-elle simplement. « Oui. Léo. Amandine. Tu viens d'où ? Lille. Strasbourg. » Elle referma son livre. « Tu en étais où ? Sur l'échelle ?» Léo comprit immédiatement. « Bas. Très bas. Jusqu'à il y a 1 heure. »
Amandine hocha la tête. Moi, j'oscille. Parfois je pense que tout ça n'est qu'une hallucination collective sophistiquée. Parfois. Elle baissa la voix. Parfois je pense que nous sommes en train de traverser la frontière du monde réel, et que les règles y sont différentes. Le garçon à côté d'elle, un rouquin à lunettes et au pyjama jaune criard, bondit presque de son siège. Des règles différentes? Absurde. Il doit y avoir un cadre théorique unifié. Il brandit une tablette électronique totalement anachronique. J'ai commencé une analyse spectrale des lumières du train. La longueur d'onde ne correspond à aucune source connue. C'est fascinant. Calme-toi, Elias, soupira Amandine. Léo, voici notre expert en physique paradoxale. Avant qu'il puisse en dire plus, les portes du wagon s'ouvrirent en grand. Une procession entra. Ce n'était pas le chef de train. C'étaient des enfants plus âgés, vêtus d'un uniforme simple bleu et gris, portant chacun un plateau de cuir. Sur ces plateaux reposaient des objets, des cloches de verre sous lesquelles dansaient des flocons de neige immobiles, des sphères de métal gravées de constellations inconnues, des livres aux pages blanches qui semblaient écrire des mots tout seuls. La collecte des doutes, chuchota Amandine. Regarde. L'un des collecteurs s'arrêta devant un petit garçon qui sanglotait silencieusement. « Quel est ton doute ?» demanda-t-il, la voix neutre. « J'ai peur que ce ne soit pas vrai, » sanglota l'enfant. « Que je me réveille et que tout ait disparu. » Le collecteur hocha la tête. Il prit une petite fiole en cristal de son plateau, l'approcha de la bouche de l'enfant. « Souffle ton doute ici. » L'enfant souffla. Un léger brouillard gris entra dans la fiole, qui se teinta d'une couleur laiteuse. Le collecteur la boucha, l'étiqueta, et la plaça sur son plateau. « Merci. Le train en a besoin. » Il passait de passager en passager, recueillant les peurs, les incertitudes, les « et si c'était un piège ?» et « mes parents vont s'inquiéter ?» Chaque doute était emprisonné dans une fiole qui changeait de couleur, gris, bleu pâle, violet sombre. Léo sentit une main sur son épaule. Un collecteur se tenait là, un garçon au visage sérieux. « Et toi ? Quel est ton plus grand doute ?» Léo ouvrit la bouche. Son doute ? Il était un océan. La peur que tout cela ne soit qu'un rêve élaboré. La crainte de décevoir ses parents s'ils savaient qu'il était parti. L'angoisse de ne jamais pouvoir revenir. La terreur que la machine extérieure ne soit qu'une illusion, et qu'à la seconde où il y croirait vraiment, elle s'effondrerait en poussière. « Je doute de tout, » dit-il finalement, la voix rauque. Le collecteur eut un petit sourire. Le combustible par excellence. Il sortit une fiole plus grande, d'un cristal noir. Souffle. Léo souffla, expirant toutes ses peurs, ses analyses, son cynisme désespéré. La fiole noircit, puis des éclairs dorés commencèrent à y zigzaguer, comme une tempête captive. Le collecteur la regarda, impressionné. Puissant. Cela fera des étincelles. Il l'emporta. Léo se sentit soudain plus léger, comme si un poids immense lui avait été retiré de la poitrine. Il respira plus librement. C'est alors que le vrai contrôle commença. Le chef de train entra, sa pince à poinçonner en laiton à la main. C'était un instrument complexe, couvert de rouages minuscules et d'aiguilles. « Billet » annonça-t-il, et sa voix porta dans tout le wagon. Un à un, les enfants avancèrent. Pour chacun, le chef insérait le billet dans la pince. Clic-clac. Un son sec, précis. Et chaque fois, le billet n'était pas simplement poinçonné.
Des mots y apparaissaient, gravés à même le carton doré, comme s'ils y avaient toujours été. Une petite fille timide reçut « courage ». Un garçon bavard reçut « ouverture ». Amandine tendit son billet. Clic-clac. Le mot « curiosité » y apparut, dans une élégante cursive. Elle le regarda, les yeux brillants. Puis ce fut le tour d'Elias. Son billet devint « savoir ». Il poussa un cri de triomphe étouffé. Enfin, Léo avança, le cœur battant. Il tendit son billet vierge. Le chef le prit, le regarda longuement, puis le glissa dans la pince. Clic-clac. Le son fut différent. Plus profond, plus résonnant. Léo récupéra son billet. Un seul mot y était maintenant inscrit, en lettres capitales nettes et profondes. Il le regarda, incapable de détacher les yeux de ce mot qui lui brûlait les doigts. Croire. Pas savoir. Croire. C'est à la fois votre destination et votre carburant, Léopold, dit le chef à voix basse, pour lui seul. Maintenant, retournez à votre place. La nuit devient dangereuse. Le train, en effet, avait accéléré. Dehors, la forêt bleutée filait à une vitesse vertigineuse. Les ombres entre les arbres semblaient maintenant les poursuivre, s'allongeant comme des griffes pour frôler les vitres. Un froid nouveau pénétrait dans le wagon, un froid qui ne venait pas de l'extérieur, mais qui semblait naître à l'intérieur même de la poitrine des passagers. L'épreuve venait de commencer. Le toit du Pôle Express n'était pas une surface plane. C'était un paysage. Une chaîne de montagnes miniatures faite de tôles ondulées, de cheminées d'aération en forme de champignons géants, de câbles tendus comme des lianes d'acier et de passerelles étroites surplombant le vide. La neige bleutée s'y accumulait en congères traîtresses, sculptée par un vent qui hurlait avec la voix de 1000 loups affamés. Léo, agrippé au garde-corps glacé, les doigts déjà engourdis, cherchait désespérément Amandine et le chef de train. Le train filait à une vitesse folle, les wagons se tordant et gémissant dans les virages serrés de la montagne. La nuit était absolue, sauf par éclairs, quand la lune perçait les nuages bas et révélait des précipices vertigineux d'un côté, et de l'autre, la paroi rocheuse noire de la montagne, si proche qu'on pouvait presque la toucher. Perdu, petit rat des villes. La voix était rauque, joyeuse, et sembla venir de partout à la fois. Léo sursauta, manquant de lâcher prise. Sur la cheminée d'aération la plus haute, à quelques mètres de lui, une silhouette était assise, les jambes pendantes dans le vide. Elle était enveloppée dans une cape faite de morceaux de couverture disparates, de sacs cousus ensemble et de lambeaux de fourrure grise. Un chapeau mou, déformé par les intempéries, cachait son visage. « Qui êtes-vous » cria Léo, la voix emportée par le vent. L'homme, car cela semblait être un homme, se laissa glisser de son perchoir avec une agilité de chat. Il atterrit sans bruit sur la tôle, malgré le roulis violent du train. En se redressant, il écarta les pans de sa cape. Son visage était buriné, tanné par des hivers sans nombre, avec une barbe grisonnante emmêlée et des yeux d'un bleu pâle presque phosphorescent qui brillaient d'une malice intense. Moi, on m'appelle le vagabond, le passager clandestin, le souffleur de doute. Il fit un grand geste théâtral, manquant de peu de perdre l'équilibre. Bienvenue sur le toit du monde, petit croyant. C'est ici que la magie devient glissante. Il s'approcha, l'odeur de feu de camp froid, de vieille laine mouillée et de quelque chose de sauvage ou museau de renard, écorce de pin précédant son arrivée. Il dévisagea Léo.
Tu cherches la fille aux tresses et le vieux grigou en bleu, hein? Ils sont passés par là. Vers l'avant. Toujours vers l'avant. Mais par ici, le chemin est capricieux. Il sortit de sous sa cape une bouteille en cuir bosselé, en but une longue gorgée et la tendit à Léo. Qui a du café des glaciers. Ça réchauffe l'âme. Léo, par politesse ou par curiosité, accepta. Le liquide était noir comme la poix, épais, et brûla sa gorge comme de l'acide. Il toussa, les yeux pleins de larmes. Le vagabond éclata d'un rire rauque. Pas mal, hein? Infusé avec des aiguilles de sapin noir et un peu de colère de troll. Excellent contre le gel de la foi. Je dois retrouver Amandine, insista Léo, rendant la bouteille. Je lui ai pris son billet, je l'ai laissé s'envoler, c'est ma faute si le chef l'a emmené. Le vagabond le regarda, la malice de ses yeux se teintant soudain d'une étrange gravité. Ah! Le poids de la faute. Lourd à porter, sur un toit glissant. Il se gratta la barbe. Le chef, il suit le règlement. Le règlement du pôle express est plus ancien que les montagnes. Pas de billets, pas de voyage. Mais il y a toujours des interstices. Des failles dans les règles. Son œil scintilla. Comme voyager sur le toit, par exemple. Ce n'est interdit nulle part. Il tourna le dos à Léo, regardant le paysage qui défilait en une course folle. Ils veulent tous aller au centre. Voir la fabrique. Rencontrer le vieux bonhomme. Mais ils oublient, la moitié de la magie est dans le voyage lui-même. Dans les endroits où les rails ne vont pas. Soudain, il se pencha, l'oreille contre la tôle. Écoute. Léo fit de même. Sous le grondement du train et le hurlement du vent, il perçut autre chose. Un crépitement léger, régulier. Comme de la pluie sur un toit d'étain. La glace, murmura le vagabond. Le lac gelé est proche. Et il n'aime pas qu'on le traverse. Il chuchote des mensonges à travers la coque. Il se releva d'un bond. Alors, tu veux aller de l'avant? Suis-moi. Mais accroche-toi à ta raison, petit. Ici, elle a tendance à se dissoudre. Ce qui suivit fut une course d'une folie pure. Le vagabond semblait connaître chaque centimètre carré du toit du train. Il sautait d'un wagon à l'autre sans ralentir, glissant sur la neige, se balançant à des câbles, passant sous des passerelles par des chemins que Léo n'aurait même pas devinés. Léo le suivit comme il put, le cœur dans la gorge, les mains meurtries par le métal gelé, les pieds glissant à chaque pas. Plus d'une fois, le vagabond le rattrapa de justesse alors qu'il manquait de tomber dans le vide. Ils passèrent ainsi plusieurs wagons. Puis le vagabond s'arrêta net, levant une main. Devant eux, le train s'engageait sur un immense viaduc de pierre noire, enjambant un gouffre si profond qu'on n'en voyait pas le fond. De l'autre côté, la montagne s'ouvrait sur une immense étendue plate, d'un blanc laiteux sous la lune, le lac gelé. La traverse va être chaude, grogna le vagabond. Le lac est de mauvaise humeur cette année. Trop de doutes dans l'air. Il devient fragile. Alors qu'il s'engageait sur le viaduc, le vagabond parla, sans cesser de regarder devant lui. Tu sais pourquoi tu as ce mot sur ton billet, croire? Non, halta Léo. Parce que c'est le choix le plus difficile. Savoir, c'est facile. Une fois qu'on sait, c'est fini. Le mystère est mort. Mais croire, c'est choisir d'accepter le mystère. C'est tenir sa lanterne d'un côté, tout en acceptant que de l'autre côté, il y ait des ténèbres. C'est accepter de ne jamais tout comprendre. Il jeta un regard en biais à Léo.
C'est ce que tu fais, en ce moment même. Tu choisis de croire que je vais te mener à elle, alors que tu n'as aucune preuve que je ne suis pas en train de te mener à ta perte. Léo n'avait pas de réponse. C'était vrai. Il faisait un acte de foi, pur et simple, en suivant ce personnage d'apparence dangereuse. Ils atteignirent la locomotive. Le vagabond s'accroupit près de la grande cheminée, qui crachait des étincelles bleues et une chaleur intense. Ici, c'est le ventre de la bête. Là où les doutes sont brûlés pour faire avancer le train. Il pointa un doigt sale vers une petite fenêtre latérale, embuée de condensation. Regarde. Léo se colla à la vitre. À l'intérieur de la cabine de conduite, il vit le chauffeur, un géant à la barbe rousse nommé Fumier, jeter des pelletées d'une substance noire et scintillante dans le foyer. Mais ce n'était pas du charbon. C'étaient les fioles de doute collectées plus tôt. Elles explosaient dans les flammes en libérant des gerbes de couleurs, du gris mélancolique, du bleu angoissé, du violet de la peur. Et de cette combustion naissait la vapeur surchauffée qui actionnait les pistons. Chaque doute nourrit le voyage, commenta le vagabond. Poétique, non? Ta peur fait avancer le train qui te mène à la source de ta peur. C'est alors qu'il vit, plus loin sur la plateforme avant, Amandine. Elle était assise, adossée à la paroi, les bras autour des genoux. Le chef de train se tenait debout près d'elle, impassible, regardant la voie. « Amandine !» cria Léo. Elle leva la tête, son visage éclairé par les flammes bleues du foyer. Elle avait pleuré. Mais en le voyant, une lueur d'espoir s'alluma dans ses yeux. Le chef de train se tourna lentement. Son regard alla de Léo au vagabond, et une expression de lassitude profonde traversa ses traits sévères. « Vagabond, je m'en doutais. Tu ne peux jamais résister à un cœur en détresse. » « Les règles sont les règles, chef, » dit le vagabond avec un sourire en coin. « Mais le toit est à tout le monde. » Léo s'avança, tirant le billet froissé d'Amandine de sa poche. « Je l'ai retrouvé. » Le chef de train prit le billet, l'examina. Il était sale, froissé, mais intact. Le mot « curieuse » y brillait toujours. Il regarda Léo longuement, puis Amandine. Le billet est revenu. Par des moyens non conventionnels, mais il est là. Le règlement est satisfait. Il rendit le billet à Amandine. Vous pouvez réintégrer votre wagon, mademoiselle. Le soulagement inonda le visage de la jeune fille. Elle se leva, vacillant un peu. Merci, Léo, murmura-t-elle. Mais avant qu'il ne puisse bouger, un craquement monumental déchira la nuit. Ce n'était pas un bruit de métal. C'était un craquement profond, caverneux, comme si le monde lui-même se fendait. Le lac gelé, sous eux, venait de parler. Le pôle express s'était engagé sur la surface du lac. Les rails, posés sur un immense pont de glace, semblaient flotter sur l'abîme noir. La glace n'était pas blanche, mais d'un bleu noir profond, veinée de lignes d'argent comme des circuits imprimés géants. Et elle chantait. Un chant bas, grinçant, fait de gémissements et de chuchotements à la limite de l'audible. Il ne faut pas l'écouter, avertit le vagabond, sa voix soudain tendue. La glace du lac gelé répète tous les doutes qui y ont été déversés. Elle vous murmurera vos propres peurs. Le train ralentissait, ses roues perdant de l'adhérence sur la surface lisse. Le chef de train, le visage grave, était retourné dans la cabine. On l'entendait ordonner, plus de vapeur, fumier. Brûlez les réserves. Le vagabond poussa Léo et Amandine vers une échelle. Descendez,
dans le wagon de queue. C'est plus stable. Ils dégringolèrent l'échelle et se ruèrent à l'intérieur du dernier wagon. Il était presque vide, et on y sentait chaque secousse, chaque craquement de la glace. Les chuchotements étaient plus forts ici, filtrant à travers le plancher. « Tu vas tomber » murmura une voix glaciale, directement dans l'esprit de Léo. « La glace est trop fine, ils t'ont menti, tout cela n'est qu'un rêve et tu vas te réveiller dans ton lit, seul et déçu. » Amandine se boucha les oreilles. « Ça parle. La glace parle. » « Ce ne sont que des échos, » dit Léo, essayant de se convaincre lui-même. « Des vibrations. » Mais les voix insistaient, personnelles, cruelles. Elles énuméraient ses échecs, ses doutes, ses peurs les plus secrètes. « Tes parents vont te gronder, tu es égoïste de les avoir quittés, tu ne mérites pas de voir la magie. » Soudain, un nouveau craquement, plus proche, plus violent. Une fissure, fine comme un cheveu mais longue comme le train lui-même, apparut dans la glace, parallèle au rail. Puis une autre, et une autre. La surface du lac se transformait en une mosaïque de danger. « Il faut alléger le train », cria la voix du chef de train, amplifiée par un porte-voix en cuivre. « Les wagons de queue. Détachez les wagons de queue. » Léo et Amandine échangèrent un regard horrifié. Ils étaient dans le wagon de queue. Sur la plateforme arrière, ils virent le chef de train et le vagabond s'affairer autour d'un lourd levier de découplage. « C'est rouillé, » grogna le vagabond. « Ça n'a pas été utilisé depuis l'hiver de la grande méfiance. » La glace sous le wagon émit un gémissement atroce. Le plancher s'inclina brusquement. Le wagon de queue commençait à s'enfoncer, tiré par son propre poids alors que la glace cédait derrière la locomotive qui, elle, accélérait pour tenter de s'arracher au piège. « Léo ! Le levier !» hurla Amandine. Léo se précipita. Le levier était aussi gros que son bras, glacé et couvert de givre rouillé. Il s'y agrippa de toutes ses forces, tira. Rien. Il était bloqué. Le vagabond le rejoignit, posant ses mains gantées de mitaines trouées par-dessus celles de Léo. Ensemble, pour la fille, pour le voyage. Leurs muscles à eux deux ne faisaient pas le poids. Le chef de train, pâle mais déterminé, plaqua son épaule contre le levier. Au 3. 1, 2, 3. Ils tirèrent. Un grincement métallique atroce déchira l'air, suivi d'un clang sourd. Le mécanisme avait cédé. Le wagon de queue fut soudain libéré, continuant sur son élan sur la glace qui s'effondrait, tandis que le reste du train bondissait en avant, ses roues retrouvant enfin une prise sur une section de glace plus solide. Mais ils étaient à présent seuls. Le wagon de queue, avec Léo, Amandine, le vagabond et le chef de train à bord, dérivait lentement, en tournoyant, sur un radeau de glace qui se réduisait comme peau de chagrin. Le train principal, lui, s'éloignait à toute vitesse, ses lumières devenant des lucioles dans la nuit. Le silence qui tomba fut presque pire que le bruit. Plus de machines. Juste le craquement sinistre de la glace, le chuchotement des voix, et le clapotement de l'eau noire et glaciale qui montait tout autour. « Bien joué, » dit le vagabond, sarcastique. « Maintenant, nous sommes sur un iceberg en train de fondre, au milieu de nulle part. » Le chef de train ne perdit pas son sang-froid. Il sortit sa montre à gousset. Le train principal arrivera au centre dans 37 minutes. Il repartira 60 minutes après. Si nous ne sommes pas à bord pour le voyage retour, il n'acheva pas sa phrase. Il serait piégé ici, dans le no man's land gelé,
jusqu'à ce que l'hiver suivant, peut-être, un autre train passe. Il faut traverser à pied, dit Amandine, pointant du doigt. De l'autre côté du champ de glace brisé, à peut-être 500 mètres, on apercevait la rive et les rails qui y reprenaient. À pied? Sur ça? S'exclama Léo. La glace entre eux et la rive était un chaos de blocs inclinés, de chenaux d'eau noire, de plaques minces et traîtresses. Nous n'avons pas le choix, dit le chef. Il sortit de sous son manteau une petite boussole dont l'aiguille tournait follement. Le champ magnétique est perturbé. Nous devrons nous fier à autre chose. Le vagabond émit un grognement. Je connais le chemin. J'ai déjà traversé le lac. Mais c'était il y a longtemps. Et le lac a une mémoire. Il se souvient de ceux qui doutent. Ils descendirent du wagon agonisant, posant le pied sur la glace qui tremblait. Le froid était une lame qui transperçait immédiatement les vêtements. Chaque pas était une aventure. Ils sautaient de bloc en bloc, ses dents des mains, glissant, trempant leurs pieds dans l'eau qui brûlait de froid. Les chuchotements de la glace étaient constants, sapant leur courage. Vous n'y arriverez jamais? Regarde, la plaque craque sous ton poids, Léo. Abandonne, laissez-toi glisser dans le noir, ce serait plus simple. Léo sentait la peur le gagner. Ses doigts étaient gourds, ses pieds un bloc de douleur. À un moment, il manqua de tomber dans une crevasse. Le vagabond le rattrapa de justesse. Ne les écoute pas, rugit le vieil homme, ses yeux bleus flamboyant dans l'obscurité. Ils ne sont que le reflet de ce que tu apportes. Si tu apportes de la peur, ils te renvoient de la peur. Apporte-leur autre chose. Apporte-leur autre chose. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Léo. Il regarda le billet dans sa poche, le mot croire qui semblait chauffer contre sa poitrine malgré le froid. Il n'avait plus peur de croire. Il avait peur d'échouer, de perdre ses nouveaux amis, de ne jamais revoir ses parents. Mais croire n'était plus son problème. Il s'arrêta au milieu d'un bloc de glace instable, ferma les yeux, et au lieu de combattre les chuchotements, il leur répondit, dans sa tête. Vous avez raison, j'ai peur. Mais je crois que nous allons y arriver. Je crois que le chef sait où il va. Je crois que le vagabond nous protégera. Je crois qu'Amandine est forte. Et je crois que de l'autre côté, il y a quelque chose qui vaut la peine de lutter. Un silence se fit dans son esprit. Les chuchotements ne cessèrent pas, mais ils devinrent distants. Comme s'ils avaient perdu de leur puissance sur lui. Il ouvrit les yeux. Le vagabond le regardait, un sourire étrange aux lèvres. Tu apprends vite, petit. La traversée dura une éternité. Mais enfin, épuisés, trempés, gelés, ils atteignirent la rive et retrouvèrent les rails. Le train principal était déjà loin, invisible. Le désespoir les gagna. C'est alors qu'un sifflement leur parvint, faible mais clair, dans le vent. Puis une lumière apparut sur la voie, venant de la direction du centre. Ce n'était pas le Pôle Express. C'était un petit véhicule de maintenance, une draisine à bras, poussée par des elfes. Une demi-douzaine de petites créatures au visage sérieux, vêtues de combinaisons de travail rembourrées et de casques avec des lampes frontales. Alerte de découplage sur le lac, cria l'un d'eux d'une voix aiguë. Vous êtes les naufragés? Montez. Le Père Noël a envoyé une équipe de secours.
Ils se hissèrent sur la plateforme de la draisine. Les elfes se remirent à pousser, avec une force surprenante, et le petit véhicule fila sur les rails, poursuivant le train. Assis, grelottant, Léo regarda le chef de train. Le Père Noël, c'est tout ce qui concerne le train, il le sait, répondit le chef, un infime sourire aux lèvres. Après tout, c'est son chemin de fer. La draisine les déposa à la gare de triage d'une ville qui s'étalait devant eux, de l'autre côté d'un dernier col. Une ville qui n'avait rien d'un village de jouets. Elle s'étageait sur les flancs d'une montagne circulaire, sous un dôme de ciel artificiel où brillaient des étoiles fixes et où glissaient lentement des aurores boréales programmées. Les bâtiments n'étaient pas en pain d'épices, mais en briques rouges sombres, en acier et en verre dépoli, dans un style qui mêlait le victorien à une esthétique industrielle futuriste. Des cheminées élancées crachaient non pas de la fumée, mais de la vapeur blanche et propre. Des rails aériens silencieux transportaient des conteneurs colorés. Des tubes pneumatiques transparents zébraient le ciel, propulsant à toute vitesse des cylindres remplis de papier, de pièces détachées ou même de petits elfes pressés. C'était propre, ordonné, efficace, et d'une échelle écrasante. La fabrique n'était pas une fabrique. C'était une mégalopole entière dédiée à une seule tâche, faire croire au miracle, puis le délivrer. Le pôle express était à quai sur une voie principale, dégorgeant ses passagers ébahis sur un parvis de marbre blanc. Des elfes en uniforme bleu et argent les dirigeaient vers de grands ascenseurs de verre. La visite guidée commence, annonçait un haut-parleur à la voix douce. Secteur A, surveillance et évaluation. Secteur B, conception et prototypage. Secteur C, fabrication de masse. Secteur D, emballage et logistique. Secteur E, chargement et expédition. Les zones de rencontre avec la direction sont au sommet, tour de l'horloge. Suivez les marquages au sol. Léo, Amandine et Elias, réunis, restaient bouche bée. C'était l'antithèse totale de la magie douce et secrète qu'ils imaginaient. C'était froid. C'était réel. C'est gigantesque, murmura Elias, son compteur Geiger. Pourquoi avait-il un compteur Geiger, émettant des clics rapides? L'énergie résiduelle est phénoménale. C'est une source de puissance propre inconnue. Ils suivirent le flot. Le secteur a été une salle de contrôle digne de la NASA. Des centaines d'elfes, casqués d'écouteurs, surveillaient des murs d'écran montrant des maisons endormies à travers le monde. Des cartes en temps réel affichaient des millions de points lumineux, chacun représentant un enfant, avec des codes couleurs, vert, d'or profondément, jaune, agité, rouge, éveillé. Lorsqu'un point passait au rouge, un opérateur appuyait sur un bouton. Unité 447, Chicago, secteur 5. Enfant éveillé. Dispersion de poudre de sommeil de type delta. Une petite trappe s'ouvrait sur la carte, et un point de poudre virtuel tombait sur le point rouge, qui revenait lentement au vert. C'est de la manipulation chimique, s'indigna Amandine. C'est de la préservation du mystère, corrigea une voix derrière eux. C'était une elfe plus âgée, avec des lunettes à demi-lune. Si un enfant nous voit, le mystère s'effrite pour lui et pour tous ceux à qui il en parlerait. Nous protégeons la croyance. Par tous les moyens nécessaires.
Le secteur B était un bureau d'études. Des elfes designers, entourés d'hologrammes de jouets en 3D, discutaient de tendances, de durabilité, de facteurs émerveillement. Des enfants testeurs, recrutés parmi les voyageurs des années passées, donnaient leur avis sur des prototypes. Le secteur C était l'enfer du bruit et du mouvement. Des presses hydrauliques géantes estampaillées des morceaux de métal, des imprimantes 3D de la taille d'une maison crachaient des jouets en plastique biodégradable, des bras robotiques assemblent, peignaient, vérifiaient avec une précision hypnotique. Léo se sentait de plus en plus mal à l'aise. Où était la magie? Où étaient les petits lutins chantants? Ici, tout était processus, optimisation, rendement. C'était admirablement organisé, mais cela ressemblait plus à l'usine de ses rêves d'ingénieur qu'au royaume de l'enchantement. « Tu es déçu ?» constata Amandine, lisant sur son visage. « C'est juste, différent, » admit Léo. « Peut-être que la magie n'est pas dans le « comment », mais dans le « pourquoi », suggéra-t-elle. Ils arrivèrent au secteur D, l'emballage. C'était un balai de grâce absolue. Des papiers de soie voltigeaient dans les airs, pliés par des courants d'air précis, pour envelopper des objets. Des rubans se nouaient tout seuls. Des étiquettes s'écrivaient à l'encre dorée sous leurs yeux. Ici, enfin, il y avait une forme de beauté, une chorégraphie silencieuse et parfaite qui évoquait la magie. C'est là qu'ils retrouvèrent Billy, le garçon solitaire du wagon. Il ne regardait pas les machines. Il était assis par terre, le dos contre un mur, le visage dans les mains. « Billy » appela Léo. Le garçon leva un visage ravagé par les larmes. « Ça ne marchera pas. Regardez tout ça. C'est une machine. Une machine parfaite. Mais une machine. Elle ne peut pas savoir. Elle ne peut pas savoir que je voulais juste que mon père revienne pour Noël. Ils ne peuvent pas fabriquer ça. » La détresse dans sa voix était palpable. Léo comprit soudain. Pour certains, le cadeau n'était pas un objet. C'était un vœu, une réparation du monde. Et aucune usine, aussi perfectionnée soit-elle, ne pouvait exaucer cela. Un elfe s'approcha, pas un ouvrier, mais un individu vêtu d'une robe simple, sans insigne. Il avait un visage doux et triste. « Billy, dit-il, ton dossier a été examiné. Il est au bureau des souhaits spéciaux. Viens avec moi. » Billy le regarda, plein d'espoir et de méfiance. Il se laissa finalement conduire vers un ascenseur discret. « Le bureau des souhaits spéciaux ?» demanda Elias. « Pour les demandes qui ne rentrent pas dans les cases, » expliqua l'elfe à la robe. « Les vœux qui concernent la santé, la famille, la paix. Ces choses-là ne se fabriquent pas ici. Elles se négocient. Ailleurs. » L'elfe emmena Billy. Léo eut envie de le suivre, mais un autre elfe en uniforme les interpella. « Visiteur Léo, Amandine, Elias, vous êtes attendus au secteur E. Le chargement du traîneau principal est sur le point de commencer. » Il inspecta le traîneau d'un regard expert, tapota le bois, vérifia les harnais d'un geste sûr. Puis il leva les yeux vers le sac. Son regard parcourut les tribunes où les enfants, retenant leur souffle, le dévoraient des yeux. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur Billy, assis à part, le visage encore marqué par l'émotion de sa visite au bureau des souhaits spéciaux.
Un infime hochement de tête, presque imperceptible, fut sa seule réaction. Puis son regard se posa sur Léo. Ce fut comme si un projecteur intérieur s'allumait. Léo sentit ce regard peser sur lui, non pas comme un jugement, mais comme une évaluation complète, tendre et implacable. Il voyait tout. Le doute initial, la course sur les toits, la peur sur le lac, le billet marqué « Croire », et cette curiosité brûlante qui refusait de s'éteindre même face à la machinerie froide de la cité. Le Père Noël esquissa un très léger sourire. Un sourire de connivence, d'un adulte qui reconnaît en un enfant une étincelle familière. Il tourna le dos à l'assemblée et tendit les bras. Les elfes de cérémonie s'avancèrent, lui apportant la longue tunique rouge bordée de fourrure blanche, la ceinture de cuir, les gants. Il se vêtit par-dessus sa combinaison de travail, transformant son apparence en quelques secondes de l'artisan à l'icône. La transformation était à la fois théâtrale et profondément sérieuse, comme un pilote enfilant son uniforme avant un vol périlleux. Puis vint le moment. Il siffla, un son clair et pur qui n'avait rien d'humain. Tornade, le renne majestueux, secoua la tête. Et du harnais, un grelot d'argent pur se détacha, décrivit une courbe parfaite dans l'air lumineux du hangar, et atterrit avec un petit cling sur le sol de métal, roulant pour s'arrêter au pied de Léo. Le silence était si profond qu'on entendit le grelot rouler. Tous les regards se tournèrent vers Léo. Le Père Noël, maintenant complètement vêtu de rouge, le regardait, attendant. Léo se baissa, le cœur battant à se rompre. Le grelot était froid et lisse entre ses doigts. Il était parfait, gravé de motifs minuscules qui racontaient des histoires de nuits anciennes. Il le porta à son oreille et le secoua doucement. Rien. Un silence absolu. Un vide désespérant. Autour de lui, les autres enfants chuchotaient, les yeux écarquillés. Tu l'entends? C'est le son le plus pur du monde, murmura Amandine, ravie. Elias acquiesçait, notant frénétiquement quelque chose sur sa tablette. Mais pour Léo, le grelot était muet. Le doute, ce vieux démon, ressurgit en un tsunami d'angoisse. Tu vois? C'est ça la vérité. Il n'y a pas de magie. Tu es différent. Tu es exclu. Tu as traversé tout ça pour rien. La honte et la déception lui brûlaient les yeux. Il leva un regard perdu vers le Père Noël. Le vieil homme tenait son regard, impassible. Il n'avait pas l'air surpris. Attentif, oui. Mais pas surpris. Et soudain, Léo comprit. Ce n'était pas un test du Père Noël. C'était son test. Le dernier. Le grelot ne sonnait pas pour lui parce qu'il refusait encore, au plus profond de lui, de lâcher prise. Il cherchait une explication, une faille, une preuve logique. Il observait le miracle au lieu de le vivre. Il ferma les yeux. Il sentit le poids du grelot dans sa paume. Il revit le train apparaître dans sa rue. Le vagabond sur le toit. La glace qui craquait sous ses pieds. La main d'Amandine l'aidant à se relever. Le mot « croire » sur son billet. Il n'avait pas besoin de savoir comment tout cela était possible. Il avait choisi, encore et encore, à chaque pas, de croire que c'était réel. Que c'était pour lui. Il prit une profonde inspiration, et dans son cœur, il lâcha la dernière ancre de doute. Il abandonna le besoin de comprendre.
Il accepta simplement que certaines choses soient, parce qu'on choisit de leur faire une place. Je crois, murmura-t-il, si bas que seul lui pouvait l'entendre. Il secoua le grelot une seconde fois. Ting. Un son. Petit, clair, parfait, comme une goutte d'eau argentée tombant dans un bassin de silence. Il résonna non pas dans ses oreilles, mais dans chaque fibre de son être, vibrante et joyeuse. C'était plus qu'un son. C'était une certitude devenue mélodie. Un sourire radieux fendit le visage de Léo. Il leva le grelot et le secoua plus fort. Ting-a-ling-ling. La mélodie se déploya, pure, complexe, impossible, remplissant le hangar d'une harmonie qui semblait faire vibrer l'air lui-même. Le Père Noël hocha la tête, satisfait. Il fit un pas vers Léo. Alors, Léopold Martin, dit-il, et sa voix était chaude, grave, et portait l'écho de millions de chuchotements et de rires d'enfants. Tu as entendu le grelot? Maintenant, dis-moi, quel est le premier cadeau de cette nuit de Noël? Léo regarda autour de lui. Les montagnes de cadeaux. La technologie inimaginable. Il pouvait demander n'importe quoi. Le jouet le plus rare, le savoir le plus interdit. Il regarda le grelot dans sa main. Il regarda le sac infini. Il regarda Billy, au loin, qui lui souriait enfin, un petit paquet enveloppé de papier simple serré contre sa poitrine, un cadeau qui n'était pas un objet, mais une promesse. Il comprit alors le véritable cadeau. Il n'était pas dans le sac. Il était dans le voyage. Dans le choix de croire. Et ce cadeau-là, il l'avait déjà reçu. Il tendit le grelot vers le Père Noël. Ceci, dit-il, sa voix claire et ferme dans le silence attentif. Je voudrais pouvoir l'emporter. Pour me rappeler. Un murmure d'étonnement parcourut la foule des elfes. Demander le grelot lui-même? C'était sans précédent. Le Père Noël le regarda longuement. Puis un rire doux et profond s'échappa de sa barbe, un rire qui fit cliqueter les cristaux de glace suspendus au plafond. Le premier cadeau de Noël, et tu choisis le signal du départ? Son œil pétilla. Un choix audacieux. Et parfait. Il prit le grelot des mains de Léo, le leva bien haut. Que le premier don de cette nuit soit un rappel. Un rappel que la magie ne se fabrique pas, elle s'entend. Qu'elle n'est pas dans l'objet, mais dans l'oreille qui l'écoute et le cœur qui l'accueille. Il redonna le grelot à Léo. Prends soin. Et souviens-toi, il ne sonnera que pour celui qui est prêt à entendre. Le gong retentit de nouveau, urgent cette fois. Le Père Noël se tourna vers son traîneau. D'un geste vif, il attacha le dernier harnais, vérifia les sangles. Il grimpa à bord, saisit les guides. Il se retourna une dernière fois vers les enfants, son regard englobant chacun d'eux. « Joyeux Noël à tous », dit-il. Puis, d'une voix qui n'était plus tout à fait humaine, un commandement clair et puissant, « En avant, tornade ! En avant, la brigade !» Les rennes, d'un seul mouvement, se cabrèrent. Leurs sabots frappèrent le sol, produisant des étincelles bleutées. Le traîneau s'ébranla, glissant d'abord lentement, puis prenant de la vitesse. Il quitta le hangar, s'élança sur la rampe de lancement qui plongeait dans la nuit, et s'éleva dans les airs sans un bruit, emporté par le galop silencieux des bêtes fantastiques. La seule trace de son passage était le doux tintement des grelots,
Une musique qui s'estompa peu à peu dans l'immensité étoilée. Cette histoire nous rappelle que la magie ne meurt pas, elle se cache simplement derrière le voile de la raison. Elle attend que nous choisissions, ne serait-ce qu'un instant, de fermer les yeux de l'esprit pour ouvrir ceux du cœur. Le son du grelot n'est pas dans l'air, mais dans la décision intime de croire à l'extraordinaire, à la bienveillance, et à la persistance des merveilles de l'enfance, où qu'elles se trouvent. Posez votre tête sur l'oreiller en sachant que, quelque part, un grelot d'argent teinte pour vous. Il suffit d'être à l'écoute. Faites de beaux rêves. À très bientôt pour de nouvelles histoires.